2 morts, plus de 150 passagers confinés en pleine mer, 6 pays désormais concernés et un virus rare, potentiellement mortel, qui remet brutalement la communauté internationale face à une réalité que beaucoup pensaient derrière eux, la menace permanente des maladies émergentes. Ce qui était au départ une simple croisière d'expédition dans l'Atlantique s'est transformé en incident sanitaire international. Et au-delà du fait divers, cette affaire soulève une question stratégique majeure. Comment un virus connu, surveillé depuis des décennies, a-t-il pu déclencher une mobilisation sanitaire sur plusieurs continents en quelques jours? Dans cette vidéo, on va faire le point sur cette crise du hantavirus. On va revenir sur son origine probable, sur la chronologie des contaminations, sur la réaction des États, sur les blocages diplomatiques observés et surtout sur les implications sanitaires, économiques et géopolitiques de cette affaire. Car ce dossier dépasse largement le cadre médical. Il révèle une nouvelle fois la fragilité structurelle de la circulation mondiale des personnes. Il révèle aussi les limites de la coopération internationale lorsqu'une menace sanitaire apparaît brutalement. Tout commence dans l'extrême sud de l'Argentine, à Ushuaia, une ville stratégique du tourisme polaire, point de départ de nombreuses expéditions maritimes dans l'Atlantique Sud vers l'Antarctique. Selon l'Associated Press, les premières investigations menées par les autorités argentines orientent l'enquête vers une excursion ornithologique organisée avant l'embarquement, une activité touristique classique, mais avec un élément clé, la visite d'une décharge, un environnement favorable à la présence de rongeurs. Et c'est précisément là que les autorités estiment qu'un couple néerlandais aurait été exposé au virus. Ce point est crucial parce que le hantavirus est essentiellement transmis par contact avec les sécrétions de rongeurs infectés, urine, excréments ou salive. Historiquement, c'est son mode principal de contamination. Mais dans ce dossier, l'élément le plus préoccupant est ailleurs. Le virus identifié appartient à la souche Andes. Et cette précision change totalement la lecture stratégique du dossier. Pourquoi? Parce que la souche Andes est l'une des seules variantes connues capables de transmission interhumaine. L'Organisation de la Santé mondiale a indiqué que cette hypothèse est prise au sérieux. Autrement dit, ce qui était initialement une contamination environnementale pourrait avoir évolué en contamination humaine secondaire à bord. Et c'est là que la situation bascule. Le premier décès enregistré est celui d'un homme néerlandais de 70 ans. Quelques jours après le départ du navire. Puis, environ 2 semaines plus tard, son épouse décède à son tour. 2 décès, même exposition, même environnement, même trajectoire clinique. Dans un premier temps, l'équipage n'identifie pas la nature réelle de la menace. Selon les éléments relayés par CNN, le capitaine annonce initialement une mort attribuée à des causes naturelles. Ce n'est qu'après analyse que la réalité sanitaire apparaît. Et à ce moment-là, le problème n'est plus seulement médical, il devient international. Parce qu'entre-temps, plusieurs passagers ont déjà circulé. Certains ont quitté le navire, certains ont pris des vols commerciaux, certains ont rejoint leur pays. Et cette dispersion géographique est précisément ce qui alerte les autorités sanitaires mondiales. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a confirmé qu'une passager infectée avait embarqué sur un vol en Afrique du Sud avant que son état ne soit jugé incompatible avec la poursuite du voyage. Aux États-Unis, l'État de Georgie a confirmé surveiller 2 anciens passagers. Un résident de Arizona fait lui aussi l'objet d'un suivi médical. Le New York Times rapporte également que des résidents de Californie étaient présents à bord. En Suisse-Land, un passager testé positif est hospitalisé à Zurich. Son épouse asymptomatique est placée en isolement. À Amsterdam, une ressortissante allemande potentiellement exposée a été transférée sous dispositif médicalisé. Le constat est simple. En quelques jours, le virus concerne déjà plusieurs juridictions nationales. Et cela entraîne automatiquement un basculement vers une gestion diplomatique. Car lorsqu'un navire contaminé circule dans les eaux internationales, une question fondamentale se pose. Qui prend la responsabilité? Le pays du pavillon, le pays du prochain port, le pays de nationalité des passagers, le pays origine du virus? Dans cette affaire, plusieurs États ont choisi la prudence absolue. Le Cap-Vert a refusé le débarquement, décision hautement symbolique, parce qu'elle montre une chose, la logique de souveraineté sanitaire prime immédiatement sur la logique humanitaire. Même constat avec le Maroc. Selon une source du ministère espagnol de la Santé, relayée par CNN, Rabat a refusé l'atterrissage d'un avion transportant des malades pour ravitailler. L'avion a dû être piloté vers Gran Canaria Airport. Ce détail est politiquement important parce qu'il illustre un réflexe désormais intégré par les États depuis la pandémie de Covid-19, la fermeture préventive, le verrouillage immédiat, la minimisation du risque d'importation. Et cette doctrine est devenue la norme. Ce réflexe n'est pas seulement sanitaire, il est politique parce qu'aucun gouvernement ne veut assumer politiquement l'importation de nouveaux foyers infectieux. Finalement, c'est l'Espagne qui accepte de recevoir le navire. Direction Tenerife. Cette décision engage Madrid dans un rôle central. Examen sanitaire, isolement, évaluation des cas, organisation du rapatriement, gestion hospitalière, coordination diplomatique. En réalité, l'Espagne devient l'épicentre européen de la gestion opérationnelle de cette crise.
crise. Et cela pose une autre question. Les infrastructures sanitaires européennes sont-elles préparées à gérer une menace biologique importée depuis un espace maritime international? Parce qu'un navire de croisière constitue un environnement à haute risque, densité humaine élevée, espace confiné, circulation interne permanente, ventilation partagée, multiplication des surfaces communes. Tous les paramètres d'une propagation accélérée. Et c'est là que le hantavirus devient particulièrement problématique. Contrairement à d'autres virus respiratoires, il présente souvent une phase silencieuse, une incubation pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Autrement dit, les personnes potentiellement infectées peuvent voyager sans symptômes. Et dans un système mondialisé, cette réalité change tout. Le secteur aérien est directement concerné, le secteur touristique également, le secteur hospitalier aussi. Et derrière, il y a l'impact économique parce que le marché mondial des croisières représente plusieurs dizaines de milliards de dollars. Or, le souvenir des navires bloqués pendant la crise du Covid reste très présent. L'image d'un navire contaminé est immédiatement destructive pour le secteur. Annulation, baisse de fréquentation, renforcement des contrôles, hausse des primes d'assurance, pression réglementaire accrue. Tout cela peut produire un effet domino. Et cette crise rappelle une réalité économique fondamentale. Dans un monde interconnecté, la santé est devenue un facteur direct de stabilité économique. Mais il y a aussi un enjeu stratégique plus large, celui de la circulation mondiale des agents pathogènes. Un virus détecté dans une zone touristique périphérique de l'Argentine peut en quelques jours concerner l'Espagne, la Néerlande, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis et potentiellement d'autres pays. C'est le principe même de la mondialisation sanitaire. La rapidité de circulation dépasse souvent la rapidité de détection. Et c'est là tout le problème. Le système international reste structurellement réactif, pas préventif. On identifie après contamination, on isole après exposition, on surveille après circulation, jamais avant. Et cette qui illustre parfaitement. Autre point essentiel, la communication. Selon CNN, la compagnie exploitant le navire affirme qu'elle ignorait la nature virale de la situation au moment des premiers décès. Mais cette temporalité pose question. Combien de temps s'est écoulé avant l'identification réelle du virus? Combien de passagers ont circulé entre-temps? Combien de contacts ont été générés? C'est précisément sur ces zones grises que repose désormais le travail des autorités sanitaires. Tracer, identifier, tester, isoler. Et plus le délai est long, plus le risque augmente. À ce stade, les passagers encore à bord restent confinés. Repas livrés, isolement strict, absence de contact, surveillance médicale permanente. Le but est clair, empêcher une amplification interne. Mais la vraie bataille se joue désormais à terre, dans les hôpitaux, dans les aéroports, dans les centres de surveillance épidémiologique, parce que chaque passager débarqué devient potentiellement un point de départ secondaire. Et politiquement, les gouvernements sont sous pression, car l'opinion publique a changé. Depuis le Covid, les populations sont hypersensibles aux alertes sanitaires. La tolérance politique au risque est beaucoup plus faible. Cela oblige le gouvernement à réagir vite, très vite. Mais la question centrale demeure. Sommes-nous face à une crise contenue ou à une phase initiale de diffusion plus large? Pour l'instant, les autorités appellent au calme. Le hantavirus n'a pas à ce stade le profil d'une épidémie globale. Mais la souche Andes reste surveillée de près parce que sa capacité de transmission humaine est documentée. Et c'est ce facteur qui fait toute la différence. Ce dossier rappelle une vérité fondamentale. Les menaces sanitaires modernes ne sont pas locales. Elles sont immédiatement globales. Un incident dans une zone reculée devient en quelques heures un sujet diplomatique international. Un navire devient un enjeu sanitaire mondial. Une contamination environnementale devient une crise transfrontalière. Et dans cette affaire, une chose est désormais certaine. Les prochaines analyses médicales seront décisives. Le nombre réel de cas, le taux de transmission, la gravité clinique, la traçabilité complète des passagers. Tout cela déterminera la suite. Parce qu'au fond, cette crise n'est pas seulement une crise de hantavirus. C'est un test grandeur nature de la capacité du système international à réagir à une menace biologique émergente. Et comme souvent dans ce type de crise, la question essentielle n'est pas seulement médicale. Elle est politique, elle est économique, elle est diplomatique et surtout elle est mondiale. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes car dans les crises sanitaires internationales, tout peut basculer très vite.